Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité dans toute sa diversité, c'est dans Semaine Pro. Au menu de ce numéro, un seul sujet à décortiquer, le chronogramme des élections publié par la CENI il y a quelques jours divise la classe politique guinéenne. Un invité sur ce plateau pour faire le point sur cette actualité, M. Aboubakar Sylla, il est le porte-parole de l'opposition, président de l'UFC. M. Aboubakar Sylla, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Semaine Pro. Merci. Voilà, donc on va faire le point sur l'actualité politique. Mais avant, vous avez rencontré ce mardi la secrétaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Dites-nous de quoi a-t-il été question pendant cette rencontre? Effectivement, à sa demande, nous avons rencontré ce matin Mme Michaëlle Jean, la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Et nous étions en présence des partis politiques, membres aussi de la mouvance présidentielle. Et Madame la secrétaire générale de l'OIF s'est intéressée de savoir quelle était l'évolution de la situation politique en Guinée, et notamment quel était le point qu'il fallait faire sur le processus électoral mis en œuvre dans notre pays. Et nous lui avons souhaité la bienvenue, nous l'avons remercié d'avoir choisi la Guinée comme première destination depuis son élection il y a un trimestre à peu près à la tête de cette organisation internationale de la francophonie. Nous lui avons rappelé que l'OIF est déjà intervenue avec plus ou moins de bonheur dans le processus électoral guinéen. Elle était présente un certain 3 juillet 2013 lorsque nous signions l'accord politique interguinéen, et elle a été longtemps présente au sein de la CENI à travers des experts qui avaient été mandatés pour épauler cette institution. Nous avons fait le point de la situation et nous avons indiqué que la République de Guinée est aujourd'hui dans une crise politique profonde. Parce qu'en dépit des apparences, en dépit du calme que nous avons aujourd'hui en surface, il y a à l'intérieur des tumultes et des bouillonnements qui sont susceptibles au grand jour de mener des troubles sociaux d'envergure. Nous avons dit que malgré qu'on lui ait dit qu'il y a un chronogramme qui a été publié et que cela constituerait une avancée dans la sortie de notre pays de l'épidémie Ebola et en même temps donc de la poursuite du processus électoral, nous avons dit qu'il y a un grand problème parce que ce chronogramme, c'est le chronogramme de la discorde. C'est un chronogramme qui a plongé le pays dans une crise politique profonde. Parce que c'est un chronogramme qui occulte et qui ignore totalement les élections communales, et alors que les mandats de ceux qui font office aujourd'hui de maire, ce mandat a expiré depuis plus de 5 ans. Nous avons dit que nous n'admettions pas qu'on tienne 2 élections présidentielles successives sans que les élections communales n'aient fait l'objet de scrutins ouverts à tous, permettant aux populations à la base de mettre en œuvre la démocratie à ce niveau et de choisir leurs représentants légitimes, ceux qui sont fondés parce qu'ils sont revêtus du mandat qu'elles leur ont donné à parler en leur nom. Donc nous avons dit que nous tenons absolument à ce que l'ordre normal des élections soit rétabli. Et évidemment, la mouvance présidentielle aussi a pris la parole pour donner son point de vue sur le sujet. En conclusion, Madame Jean, pour ne pas faire trop long, a vanté les vertus du dialogue. Elle a incité toutes les parties à aller au dialogue. Et ce à quoi nous avons répondu que nous étions toujours favorables au dialogue. Nous n'avons jamais fermé la porte à la concertation, mais nous estimons qu'un dialogue ne doit pas être un dialogue faire-valoir, ça ne doit pas être un dialogue qui sert plutôt d'opportunité pour faire traîner les choses en longueur, pour nous mettre devant les faits accomplis, ou pour donner l'illusion au monde entier que le gouvernement guinéen est un gouvernement qui a ouvert le dialogue, alors qu'en fait rien n'en est. Nous avons fait un bref historique du dialogue politique guinéen. Depuis 2013, on a eu un accord politique qui n'a été que partiellement exécuté, donc plusieurs dispositions sont aujourd'hui encore en suspens. Pour sortir de cette rencontre, à quoi on peut s'attendre? Écoutez, on peut s'attendre à la décrispation de la situation sociopolitique? C'est une très bonne question. Madame la secrétaire générale ne nous a pas donné le sentiment d'être venue pour initier un dialogue, ou pour faciliter, ou en tout cas pour servir de catalyseur à un dialogue entre les Guinéens. Elle est venue juste pour prendre le pouls, elle est venue, je crois, s'informer, écouter toutes les parties, et peut-être qu'ultérieurement, elle pourrait prendre des initiatives, parce que nous lui avons dit explicitement qu'on est dans une crise d'autant plus grave et profonde qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune passerelle entre l'opposition et la mouvance présidentielle, il n'y a aucun dialogue en perspective, et mieux que ça, il n'y a aucune initiative
qui est prise par une institution quelconque comme la société civile ou la communauté internationale pour rapprocher les partis et identifier les divergences et chercher à leur apporter des solutions par voie de compromis. Donc on est aujourd'hui dans une situation où la crise est en train de prendre l'ampleur et je lui ai dit que l'opposition a décidé donc certaines mesures dont une partie est déjà entrée en application et les autres vont suivre. Nous avons dit que premièrement nous avons décidé de suspendre notre participation au Parlement. Cela concerne les 49 députés au moins des deux groupes parlementaires, auxquels pourraient s'ajouter les 2 députés de l'IPG, selon l'accord qui nous avait été donné il y a quelques semaines par le président de ce parti. Et nous avons dit que nous avons également décidé de ne plus reconnaître et la CENI comme organe de gestion des élections et les délégations spéciales, qui étaient devenues totalement illégitimes et illégales. Donc nous avons ajouté donc en conséquence, nous allons recommencer avec une plus grande intensité nos manifestations sur les places et sur les voies publiques, les meetings, les sittings et les marches pacifiques. Et nous appellerons la population à la désobéissance civile. Monsieur le porte-parole de l'opposition, revenons sur quelques points rapidement des mesures que vous venez en tout cas de décliner là. Alors l'opposition a retiré, elle ne reconnaît plus la légitimité donc de la CENI et elle a retiré donc ses députés de l'Assemblée nationale et elle va jusqu'à installer ses chefs de quartier et maires. Alors, dites-nous, est-ce que la loi vous donne cette prérogative? Écoutez, entre deux mots, il faut choisir le moindre. La situation actuelle est totalement anticonstitutionnelle. C'est une situation d'illégalité évidente, dans la mesure où les délégations spéciales, dès leur installation, contrevenaient déjà aux dispositions légales. Parce que pour dissoudre un conseil communal, il faut qu'au moins le tiers de ses membres ait été condamné par un tribunal pour des crimes ou des délits, ce qui n'a pas été fait. Donc, dès leur installation, les délégations spéciales étaient déjà dans l'illégalité. Ensuite, leur durée de vie prévue par notre code des collectivités, c'est de 6 mois au maximum. Aujourd'hui, il y en a qui sont à 4 ans, 4 ans et demi de durée de vie. Donc là encore, il y a une illégalité totale. Oui, mais donc, est-ce que le pouvoir actuel est-il responsable de l'illégitimité ou de l'illégalité, en tout cas des élus à la base? Qui a dissous les conseils communaux pour mettre à la place de délégation spéciale. C'est le président de la République, c'est le pouvoir. Qui a la responsabilité, d'après notre Constitution, de veiller au fonctionnement des institutions, qui a prêté serment le jour de son investiture, de défendre la Constitution et de faire en sorte que ces dispositions soient scrupuleusement respectées et par lui, le président de la République, et par tous les Guinéens. Et c'est bien le chef de l'État. C'est lui qui avait la responsabilité de s'organiser, de faire en sorte que des élections communales se tiennent à date. Et si elles ne pouvaient pas se tenir à la date prévue par notre loi, Constitution, par nos lois, mais au moins qu'elles se tiennent le plus rapidement possible. C'est le gouvernement qui met à disposition les fonds à la CENI. La CENI est une institution qui est responsable, mais pour autant qu'on l'interpelle et qu'on mette à sa disposition les moyens nécessaires pour organiser les scrutins dont elle est chargée de par notre Constitution. Donc c'est le pouvoir actuel qui est responsable de cette situation, mais c'est fait à dessein. Depuis un certain 25 décembre 2010, que le président Alpha Condé a prêté serment, il est donc entré en fonction, il a planifié l'organisation de législatives et des communales et de la présidentielle qui doit lui permettre, selon lui, de renouveler son mandat. Depuis, on a commencé à dissoudre les conseils communaux. On a commencé à nommer les chefs de quartier et les présidents des conseils du district. On a commencé à inféoder en quelque sorte la Commission électorale nationale indépendante. On a commencé à mettre en place progressivement une administration déconcentrée, une administration territoriale complètement aux ordres, qui a totalement ignoré le principe sacré de neutralité du service public garanti par notre Constitution. Tout ceci est l'aboutissement, le chronogramme d'aujourd'hui est l'aboutissement de toute une stratégie qui a été mise en place pour caporaliser toutes nos institutions, pour les mettre sous allégeance du pouvoir exécutif et nous amener dans une situation à la gabonaise ou à la togolaise où le pouvoir va se succéder autant de fois qu'il voudra, où il n'y aura pas d'alternance politique pacifique, tout simplement parce que tous ceux qui interviennent dans le processus électoral et autres, mais c'est tout simplement mis sous allégeance, sont caporalisés, sont inféodés au pouvoir exécutif. Je vais vous dire que la Guinée est le seul pays au monde où il n'y a pas d'administration décentralisée. C'est le seul pays où les maires sont désignés par l'exécutif. C'est surréaliste pour un citoyen du monde aujourd'hui de penser qu'un maire puisse être nommé par l'exécutif le prévu. Vous réclamez à corps et à cri, en tout cas, l'installation des chefs de quartier et des maires. Dites-nous comment ça va se passer. Je voulais vous dire, vous m'avez posé une question, vous ne m'avez pas laissé aller jusqu'au bout. Pourquoi nous avons décidé que ce sont les députés nominaux
qui vont être installés à la place des maires, c'est parce qu'ils n'ont plus de légitimité. Eux, au moins, ils ont une fonction qui est issue, une responsabilité qui est issue du suffrage universel. Les populations ont voté pour eux, même si ce n'est pas pour le même mandat, mais ils ont quand même plus de légitimité que ceux qui ont été nommés de façon arbitraire par l'exécutif, qui ne sont que des fonctionnaires aux ordres ou des activistes du parti au pouvoir et qui sont là pour exécuter les moindres désirs de la mouvance présidentielle et du gouvernement. Donc nous pensons qu'ils n'ont plus de légitimité et qu'ils devraient normalement être plus à même de pouvoir conduire les destinées des localités, d'être plus représentatifs de ces populations que ceux qui sont actuellement en charge de ces responsabilités. Alors, à présent, parlons des autres mesures très rapidement avant, en tout cas, d'entamer la seconde question. Alors, dites-nous, vous dites que vous allez reprendre en tout cas les manifestations des rues, mais à quel scénario on peut s'attendre? Est-ce qu'il y a une escalade encore de violence? Écoutez, tout dépendra. Est-ce que c'est pour empêcher justement la tenue de la présidentielle prévue pour le 11 octobre? Avec la présidentielle, nous avons dit et répété que nous n'avons aucun problème. La période légale que dispose la Constitution, c'est entre le 20 septembre et le 20 octobre. C'est-à-dire qu'à la veille de la fin du mandat du professeur Alpha Condé, on devrait obligatoirement organiser les élections présidentielles. Donc la date du 11 octobre se situe dans cette période, du 20 septembre au 20 octobre, on n'a pas de problème par rapport à l'élection présidentielle. Mais en ce qui concerne les communales, on a dit qu'elles sont parfaitement tenables dans le délai qui reste pour l'organisation de l'élection présidentielle. D'autant que la CENI, depuis la proclamation des résultats définitifs, depuis que la Cour suprême, le 15 novembre 2013, a rendu l'arrêt proclamant les résultats définitifs des élections législatives de 2013, la CENI ne fait que travailler à l'organisation des communales. Aujourd'hui, elle est techniquement prête. Elle a investi près de 20 milliards de francs guinéens pour ce faire. Le dialogue que nous avons tenu au mois de juillet 2014 en avait largement débattu. Et au terme de ce dialogue, nous avions prévu que la CENI allait recruter, sur appel à la concurrence internationale, un cabinet pour faire la correction du fichier et améliorer le découpage électoral par une meilleure finition de la cartographie des bureaux de vote. Et malheureusement, la CENI a recruté ce consultant par appel d'offres, mais le travail est par marché de gré à gré, en ignorant donc cette disposition de l'appel à la concurrence internationale. Donc cela a été fait. Les corrections sont faites. Il ne reste plus que l'édition des listes et l'impression des cartes d'électeurs. Et ça entrait dans les prérogatives, c'était dans les termes de référence dévolus au cabinet ICD qui a été retenu pour la correction des anomalies. C'est la CENI qui l'a dit de ce soir à cela. Donc c'est à la dernière minute, en fait, que les élections ont été inversées. Avec des injonctions venues, vous savez bien d'où. Sinon, jusqu'au mois de février, jusqu'en début mars, ce qui était programmé effectivement, c'était les élections communales. Et tout ce qui avait été mis en œuvre par la CENI, c'était pour se faire. Donc nous sommes maintenant dans une situation où la CENI proclame publiquement qu'elle n'est pas en mesure d'organiser 2 élections dans l'intervalle de 7 mois, alors que nous avons des pays limitrophes ici qui ont moins de moyens que la Guinée et qui ont organisé au moins 3 ou 4 élections dans un semestre. Donc c'est parfaitement faisable, d'autant que les commissaires de la CENI, qui ont été désignés par l'opposition, certains en tout cas parmi eux, ont à l'occasion d'un point de presse affirmé qu'il est techniquement possible d'organiser et les communales et la présidentielle avant le 11 octobre. Donc nous avons dit que tout ça a été programmé par le président de la République, qui veut que l'élection présidentielle se tienne pendant que les maires nommés, les chefs de quartier nommés, les présidents de CRD nommés sont en fonction. La CENI, je pense que la CENI a communiqué dessus. Oui. Elle dit qu'elle va mettre en place un cadre, en tout cas de transparence. Cette démarche ne vous rassure pas, monsieur? C'est une grosse plaisanterie, tout ça. Depuis 2 ans que cette CENI existe, je dirais plus de 2 ans, elle n'a jamais rencontré les partis politiques, en tout cas les partis politiques d'opposition, pour échanger avec eux. C'est une seule fois que nous avons été conviés par la CENI à un compte-rendu de certaines activités. Nous avons d'ailleurs quitté la salle en disant que nous n'étions ni des éléments de la société civile, ni la presse, et qu'on n'était pas là pour recevoir de compte-rendu. On devait être associé au processus, on devait partager avec nous les différents obstacles rencontrés, les difficultés rencontrées, et nous demander aussi des propositions de solutions pour que le processus électoral se crédibilise. La Guinée est aujourd'hui le seul pays, je peux dire au monde, où le processus électoral est encore au niveau de polémique. Tous les autres pays ont réussi à crédibiliser leur processus et les institutions chargées d'organiser les élections dans leur pays, sauf la Guinée. Nous avons donc estimé que ce cadre de transparence dont vous parlez, qu'ils ont appelé comité interparti, c'est juste une cellule de communication qui est plus dédiée à informer la presse. Oui, mais une cellule de communication qui est composée de commissaires, en tout cas, de tous les partis politiques. Oui, qui est plus dédiée à rencontrer la presse
pour lui faire le compte rendu de cette activité qu'à être un cadre de débat, d'autant que toutes les décisions essentielles sont déjà prises. Nous sommes déjà devant une situation de fait accompli. Le chronogramme, il est déjà établi. Les dates des élections sont déjà fixées. On est en train d'installer les démembrements. C'est-à-dire qu'on nous met devant le fait accompli, et ça, nous l'avons dénoncé il y a de longs mois. C'est ça qui était prévu. On avait prévu un jeu de rôle. Est-ce que ce n'est pas parce que aujourd'hui l'opposition a pratiquement perdu le terrain, raison pour laquelle elle tient, en tout cas à corps et à cri, vraiment à la tenue des communales avant la présidentielle? L'opposition n'a pas perdu le terrain, au contraire. Nous estimons que c'est le pouvoir qui a perdu le terrain, qui a tiré les leçons de sa débâcle dans certaines circonscriptions lors des élections législatives, qui ne veut plus que cette situation se répète lors de l'élection présidentielle, et qui fait tout pour que l'élection présidentielle se déroule pendant que, en fait, le cadre institutionnel n'est pas encore adéquat. La CENI, elle est contestée parce qu'elle est illégale et illégitime à l'heure actuelle. Le critère de parité qui fonde sa neutralité et son impartialité est rompu depuis la recomposition du paysage politique consécutif aux élections législatives. Vous savez aussi que ces chefs de quartier, ces présidents de CRD et surtout ces conseils communaux, en fait, qui sont des délégations spéciales, comme vous le savez très bien, sont les instruments, ce sont les appuis du pouvoir pour bourrer les urnes, pour intimider les électeurs, pour au contraire transporter des urnes et les substituer à d'autres, pour substituer les procès-verbaux à d'autres. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'administration, à la base, c'est-à-dire les élus locaux, ont un rôle important dans le processus électoral, contrairement à ce que j'entends passer par là. Relisez le code électoral, ils ont des rôles qui leur sont dévolus. Il y a même certaines activités de démembrement de la CENI qui doivent être menées obligatoirement en collaboration avec certains élus locaux. Ce sont des dispositions du code électoral actuel. Et là, je parle des prérogatives licites. Je ne parle pas des prérogatives illicites dont ils s'attribuent la responsabilité lors des élections. Donc nous avons dit que nous ne voulons pas de fraude lors de l'élection présidentielle, nous n'accepterons pas. Et la fraude, ce n'est pas le jour du vote. La fraude a commencé depuis très longtemps. La fraude a commencé par une CENI qui pose des actes totalement illégaux et illégitimes, par une CENI qui est elle-même une CENI qui est devenue illégale parce que le critère qui la fonde n'est plus respecté au niveau de sa composition, et puis d'autre part aussi par tous ces élus locaux qui sont en fait des nommés locaux, et tout ceci amène à mettre en place tout un dispositif de fraude, et c'est ça l'objectif de ce gouvernement, qui ne veut pas qu'avec ces élections communales, on démantèle en quelque sorte, plus que partiellement, ce dispositif de fraude, et ce qui va l'obliger à entraîner la vérité des urnes, qui va résulter donc de l'élection présidentielle. Alors, cette vérité des urnes ne fait aucun doute. Monsieur Aboubakar Sylla, pourquoi vous tenez tant à l'organisation des élections communales avant la présidentielle? Mais pour des raisons évidentes. La première raison. Parce que beaucoup pensent qu'il y a en tout cas beaucoup de couacs dans votre démarche. À l'Assemblée nationale, ça n'a pas été revendiqué. Vous savez, votre coalition politique n'en a pas fait une priorité. C'est lorsque la CENI, en tout cas, a décliné le calendrier électoral que vous avez en tout cas commencé à revendiquer la tenue, en tout cas, de ces élections locales avant la présidentielle. Pourquoi nous avons fixé cette fois-ci? C'est parce que le chronogramme a été élaboré. Avant, il n'y avait pas de chronogramme. Il était prévu tacitement que le communal précède la présidentielle. On n'avait aucune raison de taper sur la table et de prendre des mesures comme ça. Oui, mais dans les accords du 3 juillet, si je ne me trompe, il était dit que les élections municipales devaient être organisées en mars 2014. Ça n'a pas été fait, mais l'opposition n'en a pas fait une priorité. On veut savoir pourquoi. Mais qu'est-ce que vous entendez par priorité? C'est-à-dire, il y a quelque chose de très grave en République de Guinée. C'est que les gens, ils ne lisent pas, ils n'écoutent pas, ils ne s'intéressent pas aux événements, et puis, au bout du compte, ils se mettent à avoir des jugements péremptoires sur les événements et sur les personnes. Mais nous avons toujours posé le problème des élections communales. Dès qu'on est sorti de l'accord politique interguidé 2013, on est passé directement à jour J plus 84, comme vous le savez, on est passé directement aux élections législatives. On est entré dans les contentieux électoraux. Lorsqu'on en est sorti en novembre, on a tout de suite posé le problème de la reprise du dialogue pour les dispositions non encore appliquées de l'accord du 3 juillet 2013. Est-ce que pendant la session budgétaire, est-ce que l'opposition
a en tout cas déposé si vous ne me laissez pas poser des questions, sur la table pour discuter par tous les acteurs politiques. Si vous ne me laissez pas répondre à vos questions, on ne se retrouvera pas. Nous avons parlé. Personnellement, j'ai posé les questions au ministre de l'administration du territoire dans la salle. Quelle a été sa Je lui ai posé la question et je lui ai même suggéré ce que je viens de vous dire là. Puisque vous n'êtes pas prêt à organiser les communales, alors mieux vaut qu'on installe les députés uninominaux à la tête de communes. Parce qu'ils ont plus de légitimité que le président de la délégation spéciale actuelle, le ministre Alassane Condé. Il m'a dit que c'est une bonne idée qui mérite d'être explorée et c'est quelque chose à quoi il faut penser. Donc c'est une question qui a été débattue. Et contrairement à ce que j'entends par-ci par-là, que l'opposition n'en parle que maintenant, nous insistons là-dessus maintenant parce que le chronogramme est sorti et le chronogramme occulte les élections communales, mais nous en avons toujours parlé. Au mois de juillet 2014, et notre dialogue a été organisé et c'est retenu cette fois-ci que les élections communales se tiennent à la fin 2014. Oui. Donc tout le temps on en parle et nous sommes dans une perspective de reprise de dialogue. Depuis 4 mois, on ne parvient pas à nous accorder sur l'ordre du jour simplement du dialogue. Il y a eu un jeu de rôle dans cette affaire. Vous avez le gouvernement et la mouvance présidentielle qui ont refusé qu'il y ait un dialogue, et quand il y a un dialogue, qui refusent de signer les relevés de conclusion, parce que la signature de ces relevés de conclusion déclenche automatiquement la mise en place des comités de suivi et de veille. Le comité de veille, c'est un comité paritaire auprès de la CENI, qui donc s'informe régulièrement de l'évolution du processus, et donc amène la CENI à respecter les accords et la loi. Voilà. Et deuxièmement, la CENI, elle s'est mise à foncer, sans se concerter avec personne, elle s'est mise à nous mettre devant le fait accompli. La situation d'aujourd'hui était prévisible, et nous l'avions prévu, nous l'avons dénoncé par anticipation dans combien de déclarations. Nous avons dit que nous n'accepterons pas qu'on n'organise pas les communales. Depuis combien de temps on le réclame? Et les mesures dont vous parlez, on les a édictées avant le 10 mars. C'est le 10 mars que la CENI a publié son chronogramme. C'est le 6 mars déjà, nous avons sorti une déclaration dans laquelle nous avons dit que nous sommes informés que la CENI a reçu des injonctions de la part de la présidence l'obligeant à faire l'impasse sur les élections communales. Nous avons dit qu'on n'acceptera pas. Et si cela avait lieu, voici les mesures que nous entreprendrons. Notre suspension de notre participation à l'Assemblée, la non-reconnaissance de la CENI et des délégations spéciales, et la reprise avec plus d'intensité de nos manifestations sur les places et sur les voies publiques. Lorsque la CENI est passée outre, lorsqu'elle a préféré obéir au diktat qu'elle a reçu de la part des autorités de ce pays, alors qu'elle a vocation à être totalement indépendante, à n'être soumise qu'à la loi, à ce moment, nous avons fait entrer en vigueur les dispositions que nous avions envisagées. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à parler des élections communales. Nous en avons parlé, dans tous les dialogues nous en parlons, parce que ces derniers temps, nous avons vu venir le gouvernement. Nous savions qu'il allait tout faire pour ne pas renoncer à toute cette architecture de fraude, tout ce dispositif patiemment mis en place par le président de la République pour qu'il s'appuie sur ce dispositif de fraude afin donc de gagner l'élection présidentielle à venir de façon totalement indue. Donc nous en parlons toujours, tous les jours et nous en reparlons, mais nous avons face à un pouvoir autiste qui n'écoute pas son opposition, qui n'aime pas le dialogue et la concertation et qui n'accepte de discuter que contraint et forcé. Et dès qu'il a la possibilité de violer ces accords, il le fait. Vous avez entendu ce qui défraie aujourd'hui la chronique, l'affaire de la période d'organisation des élections communales pour le premier trimestre 2014. J'ai entendu des ministres qui étaient dans la salle du débat lors de ce dialogue-là dire, la main sur le cœur, que jamais on n'a parlé des élections communales. J'ai entendu le président du cadre de dialogue à l'époque, le ministre des Affaires étrangères actuel, M. Louis Sénéfal. Je l'ai entendu de mes propres oreilles, je n'en croyais pas parce que c'était surréaliste pour moi. Je l'ai entendu dire que jamais la question des élections communales n'a été débattue dans le dialogue qui s'est terminé en juillet 2013. Il a dit que ce sont les facilitateurs qui sont partis se retrouver, discuter de cette question, signer un document sans l'en informer. Il a même joué à l'indigné, comme quoi c'est pas normal, il était le président du cadre de dialogue, on devait au moins l'informer. Après qu'on ait conclu que les élections communales devaient se tenir en 2013. C'est extrêmement grave. Donc tout ceci nous amène à poser une question. Est-ce que la voie du dialogue est une solution de sortie de crise dans notre pays avec un gouvernement qui viole ses engagements et surtout qui se dédie à tout moment avec un président de la République qui interfère dans tous les dialogues et qui est capable de remettre en cause à tout moment les conclusions et les accords auxquels on parvient, il n'hésite pas à désavouer ses mandataires à tout moment. Est-ce que vraiment le dialogue sous la forme sous laquelle nous l'avons connu dans le passé est ce qui est idéal en Guinée? Nous l'avons dit aujourd'hui à la secrétaire générale de l'OIF, Mme Jean, pour dire que dialogue, oui, mais pas de dialogue faire valoir, simplement de dialogue pour le dialogue. Parce que nous avons dit que maintenant, devant cette situation, c'est même pire qu'un dialogue de sourds. Un dialogue de sourds suppose même que vous échangez, vous ne comprenez pas. Mais là, on s'entend, on se met d'accord,
Et puis il y a quelqu'un là-bas qui dit non, moi je ne suis pas d'accord et qui remet tout en cause. Donc nous sommes fondés aujourd'hui à réclamer autour de toute table de dialogue le président Alpha Condé en personne. Parce que c'est lui qui tire toutes les ficelles, c'est lui in fine qui prend les décisions ultimes. Donc nous n'avons aucun intérêt de discuter avec des personnes qui se remettent en cause sans hésitation et publiquement, alors que nous avons pris des engagements ensemble, nous avons accordé ensemble, et devant une soixantaine de personnes, devant toute la communauté internationale. Mais qu'est-ce que les ambassadeurs de France qui sont en Guinée aujourd'hui, qui sont encore présents, et des États-Unis, qui étaient présents dans la salle de dialogue, qu'est-ce que les délégués de l'Union européenne et toute cette communauté internationale, l'Union africaine, la CEDEAO, qu'est-ce que toutes ces personnalités vont penser de la Guinée aujourd'hui? Je comprends pourquoi M. Van Damme, lorsqu'il quittait la Guinée, le délégué de l'Union européenne, il a fait une conférence de presse à la Maison de la Presse, peut-être que vous y étiez. Il a dit que le gouvernement avait un problème d'honnêteté. Oui, je comprends pourquoi il a dit. Monsieur Sylla, aujourd'hui en tout cas, on assiste à une tempête politique et c'est le même scénario aussi qui se produit à la CENI. On assiste à des déclarations et contre-déclarations. Alors, dites-nous, vous avez aujourd'hui observé la politique de la chaise vide à l'Assemblée nationale. Alors, quel va être le sort de vos commissaires à la CENI? Écoutez, à la CENI, nous avons des commissaires que nous avons mis devant leurs responsabilités. Nous avons fait des déclarations publiques, nous avons fait des prises de position, mais nous ne sommes pas fondés à faire des injonctions à nos commissaires qui sont à la CENI. C'est la loi qui le dit. Une fois qu'ils prêtent serment, ils ne sont pas soumis à l'autorité des partis politiques ou des institutions qui les ont désignés à la CENI, tout en restant membres de ces partis, parce qu'il y a une grande confusion dans l'esprit des Guinéens qui n'acceptent pas de lire les textes. La loi 016 est très claire. Il y a 3 formes d'incompatibilité en ce qui concerne le statut de commissaire de la CENI. La première, c'est qu'on ne peut pas être commissaire de la CENI et leader d'un parti politique. La deuxième, c'est qu'on ne doit pas participer aux manifestations publiques de son parti politique. Et troisièmement, c'est qu'on ne doit pas répondre aux injonctions des partis, on ne doit pas utiliser sa fonction de commissaire pour favoriser le parti que vous avez désigné. On n'a jamais dit qu'on déchire sa carte de parti politique lorsqu'on va à la CENI. Parce que si c'était le cas, la CENI ne serait plus politique. C'est une CENI politique et sa neutralité est fondée sur l'équité dans sa composition. C'est parce qu'il y a 10 politiques de la mouvance et 10 politiques de l'opposition que cette CENI est considérée comme une CENI équilibrée. Lorsque, effectivement, ce rapport, ces quotas sont respectés, ce qui n'est pas le cas, de toute façon. Alors, ce quota n'est pas respecté. Donc, nous avons mis les CENI pour revenir à votre question. À un moment, on a vu l'opposition dire vraiment qu'elle n'a plus de commissaire à la CENI, mais après que cette institution ait en tout cas décliné le chronogramme électoral, on a vu en tout cas un groupe de commissaires contester la démarche de l'institution en charge de l'organisation des élections. Alors, est-ce que M. Aboubakar Sylla, vous reconnaissez aujourd'hui que vous avez des commissaires à la CENI? Nous avons désigné des militants de nos partis, des responsables de nos partis, oui, membres de la CENI. C'est ce que la loi nous dit. À un moment, voilà. On a suivi certains leaders politiques dire qu'ils n'ont plus de commissaires à la CENI. Attention, il faut bien saisir les nuances. Hein. Nous n'avons pas de représentants à la CENI. C'est-à-dire que ceux qui sont à la CENI ne sont pas là-bas pour nous représenter. Hein. Ils ne sont pas là-bas pour défendre les positions des partis politiques qui les ont désignés, mais ils demeurent des membres à part entière de ces partis. C'est à ce titre qu'ils sont à la CENI. Sinon, la CENI n'est plus politique. Sinon, il n'y a plus d'équilibre. Sinon, il n'y a plus de parité. Or, ce sont des concepts qui sont prévus dans la loi 016 portant création, organisation et fonctionnement de la CENI. Ce sont ces concepts-là qui fondent la neutralité de l'institution. La CENI, elle est soit technique, là on ne parle plus de partis politiques, soit elle est politique, auquel cas il faut qu'il y ait un équilibre dans sa composition. Il faut que les deux principales mouvances, la mouvance de l'opposition et la mouvance du présidentiel, soient équitablement représentées en son sein. C'est ça le fondement. Mais les commissaires prennent leurs décisions en toute conscience, c'est-à-dire en ayant toujours en vue le serment qu'ils ont prêté. Ils ont prêté un serment, ce n'est pas de ne pas appartenir à un parti politique, ce n'est pas d'ignorer les revendications des partis politiques. Le serment leur demande d'être neutres et de veiller à l'impartialité de l'institution où ils ont été désignés. Et à partir du moment où ils se rendent compte que la CENI n'est plus neutre, n'est plus impartiale, s'ils continuent à y travailler, à collaborer avec une telle institution, ils auront violé leur serment. C'est pour ça que nous avons dit que nos commissaires, nous les laissons en toute confiance, en toute indépendance, décider de la démarche à tenir par rapport à la continuation de leur participation à une institution qui n'est plus neutre, qui n'est pas impartiale, donc, et qui est devenue partisane. Donc, ce qui fait que le fait qu'ils demeurent à l'intérieur d'une telle institution est une violation du serment qu'ils ont prêté solennellement au moment de leur entrée en fonction
au niveau de la CENI. Alors, M. Sylla, parlons à présent de l'installation des démembrements de cette institution à l'intérieur du pays. On apprend qu'il y aura en tout cas plus de 400 démembrements, donc justement pour les élections présidentielles. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez été associé donc à cette action que la CENI est en train d'entreprendre? Comme tout le monde, vous savez, la CENI ne nous contacte pas. Elle préfère aller travailler directement avec les structures à la base des partis politiques et elle n'a aucun contact avec les directions des partis. Vous pensez que la CENI n'a pas raison? Vous dites que vous ne reconnaissez plus sa légitimité. Je parle de cadre général, je ne parle pas de ce qui s'est passé ces jours-ci. En général, c'est comme ça que ça se passe et la CENI continue sur cette même lancée, à nous ignorer systématiquement avant même que nous ayons déclaré publiquement que nous ne le reconnaissons plus. Bon, aujourd'hui, au niveau des démembrements, il y a eu un débat qui ne s'est pas terminé à l'opposition républicaine. Mais certains partis, et pas des moindres, estiment que puisque nous sommes d'accord sur le chronogramme de l'élection présidentielle, ce que je disais tantôt, et que j'ai répété à l'atelier de Kindia, parce que j'ai été délégué par l'opposition républicaine, puisque nous sommes d'accord sur le chronogramme du 11 octobre 2015, donc tout ce qui concourt à la mise en œuvre de ce programme, nous le partageons, nous l'acceptons et nous nous y inscrivons. Et c'est ce qui fait que beaucoup de partis politiques de l'opposition ont envoyé des délégués dans les démembrements en estimant que ceci est conforme à la décision qui a été prise de soutenir cette date. Mais tout ce qui concerne la préparation des élections communales pour le premier trimestre 2016, nous ne l'accepterons pas, d'autant que la CENI elle-même, nous la contestons dans sa forme actuelle. Oui, vous contestez donc la CENI, mais vous acceptez en tout cas d'envoyer vos délégués, vos représentants pour l'installation des démembrements de cette institution. Absolument, c'est la CENI centrale que nous contestons. Parce que c'est là où il y a un problème de parité qui est violé. Voilà. Même si on remplaçait cette CENI aujourd'hui, on rétablissait la parité et la CENI revenait normale, ça ne va pas dissoudre pour autant le démembrement déjà mis en place. Donc c'est pour cette raison que nous avons dit, nous n'allons pas bouder les démembrements, pour en tout cas beaucoup de partis politiques, bien qu'encore une fois, il n'y ait pas eu un consensus sur le sujet, mais tout ce qui concerne l'organisation des communales pour le premier trimestre 2016, nous le contestons. D'autant que la CENI centrale, telle qu'elle est là, où il n'y a plus de parité, nous la contestons parce qu'elle est devenue illégale. Elle n'a plus mandat pour nous à organiser des élections dans ce pays, tout simplement parce qu'elle ne respecte plus la Constitution et la loi 016 qui la fonde. Alors, si aujourd'hui votre revendication, en tout cas, est prise en compte par le pouvoir, est-ce que ça ne risque pas de perturber un peu la date du 11 octobre, la tenue donc du premier tour de la présidentielle? Je vais vous répondre en deux étapes. La première étape, c'est que Oui, mais est-ce que ça ne va pas aussi violer l'article 28 de notre Constitution? Je vais vous dire d'abord que le pouvoir, en l'état actuel, est devenu d'une telle arrogance, il est devenu tellement méprisant vis-à-vis de l'opposition, qu'il se drape dans ce qu'il croit être la puissance publique, et il refuse même d'engager le moindre dialogue avec l'opposition. Même quand le président de la République s'est permis de tripatouiller une loi votée par ceux qui tenaient lieu de Parlement, le CNT, la loi sur l'INIDH, l'Institution nationale indépendante des droits humains. Même quand nous avons proclamé publiquement qu'il s'agissait d'une grave violation de la Constitution, c'est une remise en cause des fondements de la République qui est basée sur le sacro-saint principe de la séparation de l'indépendance des pouvoirs. Même quand nous avons fait des déclarations dans ce sens, nous avons dit que nous allons poursuivre le président de la République au temps opportun et qu'on allait recourir à la Cour suprême pour demander l'annulation pure et simple de cette loi. Vous avez entendu le pouvoir réagir? Il n'y a eu aucune réaction pour une accusation aussi grave. C'est parce que le pouvoir actuel est devenu, comme tous les pouvoirs autocratiques, tellement méprisant, tellement arrogant, qu'il continue, droit dans ses bottes, à violer la Constitution, en se disant que l'opposition là ne peut pas l'en empêcher. Donc c'est actuellement la posture de ce pouvoir. C'est pour ça qu'il n'y a aucun dialogue, il n'y a aucune constitution, il n'y a aucune initiative qui est prise pour rapprocher les positions ou pour comprendre la position de l'opposition. La deuxième étape pour répondre à votre question, c'est de dire que c'est quand il y a un dialogue qu'on discute de toutes ces questions. Si il y avait un dialogue, ou s'il y a un dialogue qui se tient de façon responsable et sérieuse, je suis certain qu'une CENI épaulée par une assistance technique adéquate est parfaitement en mesure, d'ici 3 mois au plus, d'organiser des élections communales parce que tout est prêt pour ça. C'est une décision politique de reporter à 2016 l'élection communale qui a fait que ce chronogramme a été élaboré par la CENI. Si on vous demande de prolonger un peu le mandat du président Alpha Condé, allez-vous accepter, M. Sylla? Écoutez, c'est une question qui n'a pas été à l'ordre du jour au niveau de la réunion plénière de l'opposition républicaine.
Donc si je réponds à cette question, ce serait qu'à titre personnel, mais l'opposition n'a pas statué sur cette éventualité-là. Mais nous pensons, comme l'ont dit certains commissaires de la CENI, désignés par l'opposition, qui sont au cœur du processus électoral, il est parfaitement possible, dans le temps, d'organiser et l'élection communale et l'élection présidentielle à date, pour éviter que le mandat du président de la République ne soit devenu au 21 décembre 2015 dépassé. Nous pensons que c'est parfaitement possible, et s'il y a un dialogue, nous pouvons le démontrer à partir du chronogramme qui est proposé par la CENI, parce que nous savons aussi lire un chronogramme, nous savons même l'établir par l'intermédiaire de certains de nos techniciens. Nous pouvons nous asseoir, discuter et démontrer que c'est faisable. Peut-être avec une assistance technique adéquate qui est prête à nous accorder des institutions ou membres de la communauté internationale, c'est possible. En 2013, il y avait près d'une vingtaine d'experts auprès de la CENI. C'est moyennant cette assistance importante que la CENI a pu organiser les élections législatives. Il est possible de répéter le même scénario, mais le président de la République ne veut pas, parce qu'il ne veut pas de témoins à la fraude qui est en train de s'organiser. Il ne veut pas qu'il y ait des experts au niveau près de la CENI, mais des experts qui vont certainement, dans le cadre de l'éthique et de la morale qui caractérise leurs activités, qui ne vont pas accepter qu'il y ait des opérations de fraude au sein de la CENI. Donc ils ne veulent pas de tout ça. Ils veulent que la CENI se débrouille en état toute seule, alors qu'elle n'a pas toutes les compétences techniques, toutes les ressources humaines nécessaires. Et évidemment, cela a un prix sur le temps. Mais, encore une fois, si on s'asseyait pour en parler, si on prenait le chronogramme et le mettait sur la table, je suis certain qu'on trouverait la possibilité d'organiser le communal, parce que rien ne reste. Il n'y a plus rien pratiquement, sauf à éditer ou à imprimer les listes et les cartes d'électeurs. Et ça, c'est une activité qui ne dépassera pas une semaine. Dans 60 jours, parce que le délai de convocation du corps électoral pour les communales est de 60 jours, on peut parfaitement organiser des communales sérieuses. On aura encore 4 mois ou 5 mois pour préparer les élections présidentielles. Donc tout ça, c'est un faux problème. Nous avons aujourd'hui une CENI aux ordres, totalement déséquilibrée, qui est infodée au pouvoir, qui reçoit des instructions de sécurité et qui les applique scrupuleusement en cherchant maladroitement à les justifier avec un argumentaire qui ne tient pas du tout la route. Alors, à présent, parlons de l'unité donc de l'opposition de votre coalition politique. Alors, comment se porte cette opposition aujourd'hui? À un moment, on disait que cette coalition était vraiment au bord de l'implosion. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, j'étais avec mes collègues de l'opposition au cas de Bellevue pour y rencontrer Mme Jean, la secrétaire générale de l'OIF, mais toute l'opposition était là. Tout le monde était là. Les leaders, ou en tout cas leurs représentants autorisés, étaient présents dans la salle. Et notre dernière plénière aussi, c'était exactement le même quorum. Tout le monde est là, l'opposition est unie plus que jamais, parce que nous savons tous que c'est dans l'unité que nous avons des chances de gagner. Ce ne sera certainement pas dans la division. Il y a eu un débat qui a longtemps défrayé la chronique ici, c'est le débat sur la candidature unique. C'était une option qui avait été soulevée par certaines personnes qui pensaient, peut-être de bonne foi, que la meilleure façon de vaincre le professeur Alpha Condé dès le premier tour, c'est d'aller avec un candidat unique de l'opposition au premier tour du scrutin. D'autres ont estimé que ce serait au contraire faciliter la tâche à ce régime, qu'il n'aurait eu qu'à organiser une seule fraude, puisque ce sera pratiquement une élection à un tour, que 2 fois en allant à un second tour. Donc, il y a eu ce débat. Mais ce débat ne nous divise pas. Parce que nous savons tous aujourd'hui que c'est dans l'unité, c'est avec un front uni de combat contre le professeur Alpha Condé, c'est un expert en intrigue, en jeu, en ruse politique, en politique politicienne. C'est seulement quand nous sommes unis, quand nous constituons un front uni, c'est seulement quand nous allons en opposition républicaine, conscients de notre rôle, conscients de notre devoir, que nous pouvons avoir des chances d'assurer une alternance politique souhaitée par les Guinéens en 2015. Oui, mais la question dont vous parlez, je pense que c'est une question en tout cas qui empoisonne l'opposition. Jusque-là, il n'y a pas encore unanimité. Il y a par exemple des leaders politiques qui ne veulent pas la candidature unique de M. Sidya Touré. Dites-nous quelle est la position de votre parti politique, M. Sidya. Écoutez, il n'y a pas, ça ne nous divise que dans les débats. Ça ne s'est jamais reflété dans nos prises d'opposition. Alors, à votre avis, entre le chef de file de l'opposition, M. Sylvain Diallo, et M. Sidya Touré, alors, s'il y a lieu d'adopter aujourd'hui cette démarche ou cette stratégie, alors, qui doit être en tout cas désigné? Vous posez une question sur un sujet hypothétique. Je ne peux pas répondre à ça. La question de la candidature unique n'a même pas été débattue en plénière. C'est des débats tout azimuts qui ont lieu autour de cette question.
Oui. Oui, mais donc, parce que c'est une démarche aujourd'hui, si vous voulez, en tout cas, en 2015, ça peut être en tout cas une bonne stratégie. Mais en tout cas, cette question ne fait pas unanimité au sein de votre frange politique. Mais il n'y a jamais d'unanimité. Même le fait de boycotter l'Assemblée nationale, il n'y a pas unanimité. Il y a des partis politiques qui ont estimé qu'il ne fallait pas pratiquer la politique de la chaise vide. Mais la majorité s'est dégagée en faveur de cette mesure et tout le monde l'a accepté. Nous, on n'est pas des partis politiques où c'est la pensée unique qui vient y en mettre. On n'est pas des RPG arc-en-ciel où quelqu'un décide là-haut, là-bas et puis tout le monde se soumet. Nous avons le débat politique à l'intérieur de l'opposition, nous avons le débat à l'intérieur de nos différents partis et nous faisons en sorte que quand un consensus est obtenu, que tout le monde se range derrière ce consensus et l'applique. Il y a un débat autour de la candidature unique, c'est vrai, mais ça ne se reflète pas au niveau de notre cohésion, de notre unité. On a toujours des déclarations conjointes communes, on a toujours des attitudes communes, où il n'y a jusqu'à présent aucune comment dirais-je, distorsion, aucune dissonance dans les décisions que nous prenons. Donc cela veut dire que cette histoire de candidature unique, c'est un débat comme un autre, mais le jour où la question va être posée, nous allons en discuter, et puis nous prendrons certainement la bonne décision comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Alors, à quelques mois donc en tout cas du premier tour de la présidentielle, il y a une certaine ferveur aujourd'hui. Alors, on a récemment entendu le chef de file de l'opposition, M. Cyril Diallo, qui disait en tout cas qu'il va bientôt rentrer pour peut-être faire partir le président de la République du pouvoir. Quel commentaire faites-vous en tout cas de cette déclaration? Écoutez, je fais la part des choses entre les déclarations des leaders politiques et celles de toute l'opposition. Je fais très attention à ce que je dis. Oui, mais c'est le chef de file de l'opposition. Parce que je suis le porte-parole de l'opposition républicaine. Oui. Je fais très attention à mes propos qui peuvent être assimilés à des propos et en fait l'objet de consensus de toute l'opposition. Je suppose que Rasselou, en disant cela, a voulu dire que si le professeur Alpha Condé continue à violer la Constitution de cette façon, continue à produire l'organisation d'élections non transparentes. Oui, mais c'est pas le président Alpha Condé en tout cas qui donne le chronogramme électoral. En l'occurrence, si. Nous l'avions dit et cela malheureusement s'est avéré fondé. C'est lui qui décide de tout ce qui... Et ce n'est pas seulement au niveau de la CENI. Le professeur Alpha Condé aujourd'hui tire les ficelles de toutes les institutions. Et ce n'est même pas un processus électoral qui est en cause aujourd'hui dans notre pays. C'est la démocratie, c'est l'avenir de la Guinée. Parce que vous avez une personne aujourd'hui qui est au départ et à l'arrivée de tout dans ce pays-là. Vous avez une personne qui tient toute l'administration décentralisée, comme je vous le disais tantôt. Tantôt, on est le seul pays au monde où il n'y a plus de maire élu, où il n'y a plus de chef de quartier élu, il n'y a plus de président de CRD élu, où tous sont désignés. L'administration déconcentrée, on n'en parle pas. Les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets sont nommés non pas en raison de leur compétence ou de leur popularité, mais tout simplement en raison de leur aptitude à faire le jeu du pouvoir, à mobiliser les citoyens en faveur du pouvoir, tout simplement. Regardez au niveau de la CENI, c'est la même chose. Regardez au niveau de la Cour suprême qui affirme, qui ne se gêne pas d'affirmer qu'elle n'est pas compétente pour régler les contentieux électoraux, alors que cette prérogative lui est dévolue de par notre Constitution. Vous regardez aussi la haute autorité de la communication qui vient d'être mise en place. C'est toujours la même. C'est toujours un CNC10, c'est la même présidente qui est là. Une présidente qui est connue comme une grande activiste du parti au pouvoir, ce qui est en soi déjà illégal, puisque les textes prévoient que celui qui doit présider cette institution ne doit pas être affilié à un parti politique. Regardez le cas de l'IDH, finalement, en ce qui concerne. C'est celui que le président avait nommé comme président de la Commission nationale des droits humains, une institution qui n'existe nulle part dans notre Constitution. Il s'est rattrapé en faisant en sorte que ce dernier soit élu aujourd'hui président de l'IDH. Oui, et c'est comme ça que c'est en train de se passer. La Cour constitutionnelle qui va être probablement mise en place très bientôt, nous avons déjà une idée. C'est le titulaire du poste de premier président de cette Cour. Et on sait que cela va être. Oui. Bon, ça va être je vous le dirai en off. Je vous le dirai en off, et vous allez voir que ça va se passer comme ça. Toutes nos institutions sont en train d'être caporalisées. C'est les proches du président, c'est ces obligés qui sont en train d'occuper les postes. Et si on laisse faire comme ça, on ne sera plus dans une république. Ce sera le scénario à la togolaise ou à la gabonaise. On aura un président de la République qui va rester toute sa vie durant, qui va se faire succéder par qui il voudra, par son fils ou quelqu'un de son clan, et il n'y aura jamais d'alternance politique pacifique en Guinée, parce que toutes les institutions seront inféodées à l'exécutif, parce que c'est ça, c'est ce qui est en train d'être fait maintenant. Et nous nous battons pour éviter cela. La Guinée a payé un lourd tribut à quelques acquis démocratiques que nous avons eus. Nous ne pouvons pas accepter qu'on vienne du jour au lendemain remettre tout en cause et nous ramener à la première république sans en avoir l'air, parce qu'en fait, on est sur cette voie aujourd'hui. Suivez la RTG, on est sur cette voie, et c'est une dictature qui va être d'autant plus difficile à combattre
qu'elle va se présenter sous la forme d'une démocratie en trompe-l'œil, une démocratie de façade, avec des institutions qui vont exister, mais qui n'auront aucune indépendance, aucune autonomie, et malheureusement, on aura un dictateur qui sera là, qui fera ce qu'il voudra de ce pays. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. On a vu en tout cas récemment les 3 ténors de l'opposition guinéenne qui se sont rencontrés le dimanche dernier à Paris. Alors, est-ce que vous confirmez l'information? Dites-nous, cette rencontre vise à quoi faire? Est-ce que c'est pour parler du processus électoral ou, comme certains le pensent, alors c'est pour peut-être changer de fusil d'épaule? Je dois d'abord vous dire une chose, c'est que c'est un hasard de calendrier qui les a tous conduits à Paris. Ce n'est pas une réunion qui était planifiée. M. Kouyaté, pour des raisons personnelles, est en France. Il est absent de la Guinée depuis presque 18 mois maintenant. Ce Sidia était parti faire une tournée en forêt. Après, il s'est rendu en Côte d'Ivoire, au Maroc, il s'est retrouvé en France. Rachelou Dallin avait rendez-vous avec le président catalan. Donc, il s'est aussi rendu en Espagne et après, donc en France. C'est un concours de circonstances qui les a amenés là. Donc, ils ont mis ça à profit, ils en ont profité donc, pour se retrouver, surtout échanger avec M. Lansana Kouyaté, qu'ils n'avaient pas rencontré depuis très longtemps, pour discuter de l'avenir politique de notre pays, de l'avenir tout court de la Guinée. Oui, et les décisions de l'opposition... Voilà, quelles sont les décisions qui ont été prises? Parce qu'on apprend qu'il y a d'importantes décisions, justement par rapport aux mesures qui ont été prises par l'opposition. Les décisions de l'opposition se prennent ici en plénière. Parce que c'est en Guinée que tous les leaders de l'opposition sont présents. Parce que jusqu'à présent, nous avons fonctionné sous le sceau du consensus. Et nous entendons le continuer. Les leaders qui sont à Paris vont se retrouver, ils vont échanger. Il y a une déclaration qui va être publiée aujourd'hui au terme de cette rencontre-là, mais ce sera sûrement pour encore renforcer les positions qui ont été exprimées par l'opposition républicaine à Conakry, la prise de cette mesure dont je parlais tantôt, pour les confirmer, et aussi, à leur retour, pour certainement échanger encore davantage et élargir notre champ de réflexion, parce qu'il faut qu'on adapte maintenant notre stratégie. Jusqu'à présent, on a toujours demandé le dialogue. Mais à quoi ça sert de dialoguer avec des personnes qui n'ont aucun respect pour la parole donnée, qui n'ont aucun respect pour l'accord signé? Est-ce que c'est vraiment là la solution de sortie de crise en République de Guinée? L'historique des dialogues en Guinée, ça ne va pas très loin. On a eu un premier dialogue qui a été organisé sous les auspices de la société civile avec Monseigneur Gomez. C'était en fin 2011. Ce dialogue s'est terminé au Palais du Peuple. Les conclusions de ce dialogue ont été remises au président de la République depuis début 2012. Jusqu'à présent, même de façon passagère, superficielle, le président de la République n'a pas évoqué les conclusions de ce dialogue. Il les a rangées dans le tiroir et ces conclusions ont été définitivement oubliées. On n'en a plus jamais reparlé. Il y a un dialogue qui s'est tenu en juillet 2013, qui s'est terminé par l'accord politique interguinéen. On a appliqué une partie des dispositions prévues pour l'organisation des élections législatives. Tout le reste a été mis de côté, a été complètement occulté. Le problème de la neutralité du service public, l'accès aux médias d'État, de toutes les sensibilités politiques, le problème des poursuites judiciaires engagées à l'encontre des sauteurs et des commanditaires des actes de violence qui ont émaillé nos manifestations en 2012 et 2013, le problème de l'indemnisation des victimes, tout a été rangé dans les tiroirs. On s'est retrouvés en juillet 2014, de nouveau pour dialoguer. On s'est entendu sur tous les points de l'ordre du jour. Nous sommes sortis de la salle. Comme d'habitude, nous avons rencontré la presse. Moi, représentant de l'opposition, le délégué de la mouvance présidentielle et le président du cadre de dialogue, M. Sako, nous avons fait un compte rendu à la presse. Nous avons dit qu'il y a eu une entente totale sur tous les points qui ont été débattus. Et puis, le surlendemain, tout a été remis en cause par le président de la République. Aujourd'hui, nous sommes encore en train de chercher un dialogue. Depuis 4 mois, nous discutons uniquement pour nous accorder sur un ordre du jour. Impossible de le faire. Alors, il faut qu'on réfléchisse. À quoi ça sert le dialogue à la Guinée? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est un dialogue faire valoir? S'il y a un dialogue sincère, un dialogue franc qui est organisé, en tout cas au cours duquel on va mettre les questions qui fâchent sur la table, vous pensez que ça peut décrisper la situation? Écoutez, le dialogue est l'ultime solution pour toutes les crises. Même les guerres les plus cruelles se sont terminées par le dialogue. Mais encore faudrait-il que vous dialoguiez avec quelqu'un qui est de bonne foi, quelqu'un qui a le sens de l'éthique et de la morale. Mais lorsque c'est des dialogues faire valoir, lorsque c'est des dialogues qui sont là juste pour faire illusion, ce sont des dialogues qui sont organisés pour gagner du temps et pour tromper l'autre par la petite ruse, les petites intrigues. Parce qu'il y a des gens qui assimilent la politique ici à la ruse, à l'art de tromper, à l'art d'intriguer. Alors que ce n'est pas ça la politique. La politique est beaucoup plus noble que ça. C'est un art, c'est une science que les hommes utilisent pour améliorer le bien-être des hommes, à travers la cohésion nationale, à travers l'unité, à travers l'amélioration des conditions de vie des uns et des autres, à travers tout ce qui est
noble, tout ce qui constitue les idéaux d'un peuple, toutes les aspirations profondes des populations. Mais ici, on considère que le dialogue, c'est de faire valoir, c'est pour faire croire à l'opinion internationale que le gouvernement a ouvert le dialogue, alors qu'on n'a jamais vu un gouvernement aussi fermé au dialogue que ce gouvernement. Alors, donc, monsieur on se pose la question. Alors, monsieur Sylla, dites-nous sincèrement aujourd'hui, est-ce que l'opposition reconnaît sa défaite? Quelle défaite? Au compte de la présidentielle de 2015. Non, au Parce que beaucoup pensent que l'opposition patine, elle tâtonne de encore gauche à une fois, droite, en de gauche à Guinée, droite. y compris vous, la presse, vous avez un grand problème, vous ne lisez pas beaucoup. Vous avez vu les élections législatives dernières. Vous croyez qu'au Parlement, le RPG a une majorité, même simple au Parlement? Le RPG a 54 députés. Vous savez quel est l'effectif pour avoir la majorité là-bas? C'est 57 députés. Le RPG n'a même pas la majorité simple à l'Assemblée nationale. C'est en faisant de la pointe avec des partis qui sont partis de marcher à gauche, à droite, qui se sont taillés 58 ou 59 députés pour avoir une majorité simple, une majorité composée, simple. Oui. Comment voulez-vous qu'un parti politique, qui n'est même pas capable, alors qu'il est au pouvoir, d'avoir une majorité simple à l'Assemblée nationale, malgré les fraudes intenses, malgré l'achat de conscience, on a sorti des milliards et des milliards pour corrompre les électeurs, malgré l'implication du gouvernement, de la haute administration, de certains officiers de l'armée dans la campagne électorale, malgré les substitutions de procès-verbaux, les substitutions d'urnes et tout, le RPG se retrouve avec 54 députés à l'Assemblée nationale. Vous imaginez c'est un minimum de transparence de ces élections, après toutes les frustrations qui se sont accumulées aujourd'hui dans notre pays, manque d'emploi, manque de sécurité, manque d'eau et d'électricité, manque de justice, corruption généralisée, détournement massif des biens publics. Vous croyez qu'après ça, un parti comme ça est capable d'avoir la moindre petite majorité? C'est impossible. Donc, conscient de tout cela, qu'on a mis en place tout ce dispositif de fraude, on refuse de le démanteler parce que les communales vont permettre de le démanteler, et on fait cette fuite en avant. Advienne que pourra, le pouvoir est prêt à la confrontation aujourd'hui avec l'opposition, c'est ce que je vois. C'est pour ça qu'il n'y a aucune initiative de sa part pour essayer de concilier l'opposition. Elle est là, drapée, encore une fois, debout dans ses bottes, et elle est prête à aller jusqu'au bout, parce qu'elle sait que sa survie dépend de cette fraude-là. Alors, fraude, voilà, monsieur la majorité Aboubacar, présidentielle donc, va devenir bientôt l'opposition peut-être républicaine, je n'en sais rien. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette émission. Alors vous allez fixer la caméra qui est devant vous. En 1 minute, vous allez lancer justement un appel à l'endroit des Guinéens, justement pour la préservation de l'unité et de la paix, et surtout à l'endroit de vos militants et sympathisants. Je voudrais dire à l'ensemble des Guinéens, si je puis me le permettre, que la Guinée elle est commune. Nous avons une histoire commune, nous avons un destin commun. Et il ne faut pas que nous acceptions que des extrémistes, que des personnes qui n'ont que des discours outranciers et méprisants à la bouche, puissent s'aimer la discorde entre nos compatriotes. La politique, c'est une donnée conjoncturelle. Oui. La politique, elle est naturellement dynamique. Les choses peuvent changer. Aujourd'hui, vous êtes dans le même parti que quelqu'un, et demain, vous n'êtes pas dans ce parti, ainsi de suite. Donc, la politique ne doit pas diviser les Guinéens, parce que c'est une donnée qui change tous les jours. Et les politiciens, parfois, surtout quand ils sont au pouvoir, ne veulent pas le quitter, et ils sont amenés très souvent à tenir des propos, à cultiver certains sentiments qui ne doivent pas faire le bonheur, qui ne font pas le bonheur des Guinéens. Donc ce que je peux dire, c'est que nous de l'opposition républicaine, et moi personnellement en tant que président de l'UFC, je prônerai toujours la paix, la cohésion dans ce pays, parce que c'est de ça que dépend l'avenir de la Guinée. On ne peut rien bâtir sur les troubles, sur la guerre. On ne peut rien bâtir sans utiliser comme substrat la cohésion sociale et la paix civile. Donc mon appel, c'est de demander aux Guinéens de rester calmes, de rester frères et d'éviter que les divergences politiques ne se reflètent dans leur comportement de tous les jours. Voilà, mesdames et messieurs, donc c'est sur ces mots que se termine cette émission. Merci de votre obligeante attention et à la semaine prochaine. Merci.